Voici le chapitre 8 d'Histoire, enjeux et conflits dans le monde depuis 1989. Zoomez sur le titre du chapitre pour le noter. Changez ensuite de vignette pour arriver à la problématique qui est la suivante. Comment se réorganise le monde depuis 1989 ? Alors avant de passer à la vignette suivante qui comporte la première partie du cours, quelques mots sur ce chapitre et sa place dans le programme. Il s'agit donc du dernier chapitre sur le thème 2, c'est-à-dire le monde après 1945, après avoir vu donc la guerre froide et les décolonisations. On arrive justement à la situation du monde de l'après-guerre froide, c'est-à-dire un monde très contemporain, puisque l'on commence en 1989 et on va aller quasiment jusqu'aux années 2020. Donc il s'agit de la réorganisation du monde en voyant donc quels sont aujourd'hui les enjeux stratégiques qui caractérisent le monde dans lequel nous vivons, en nous intéressant aussi donc à la question des conflits actuels. Alors vous allez changer de vignette pour arriver sur la vue d'ensemble du grand 1 et zoomer sur le titre du grand 1, dont vous notez le titre, grand 1, d'un monde à l'autre, de la bipolarité à la multipolarité. Changez de vignette pour aller sur le titre du grand A, une nouvelle organisation du monde après la guerre froide. Avant de changer de vignette, une explication donc sur le titre du grand 1. Quand on parle de bipolarité, cela signifie bien sûr qu'on a deux pôles de puissance. Ces deux pôles de puissance de la guerre froide, ce sont les États-Unis et l'URSS. Mais avec justement l'effondrement de l'URSS, on arrive à une situation de multipolarité, c'est-à-dire où il n'y a plus donc un seul ou deux pôles de puissance, il y en a plusieurs, les États-Unis ne restant pas seuls bien longtemps. C'est ce que va vous montrer la vignette suivante. Vous changez donc après le titre du grand A pour arriver donc sur une carte qui vous permet donc de voir comment donc s'organise le monde de l'après-guerre froide. Le monde de l'après-guerre froide est marqué donc par la multipolarité, avec bien évidemment, vous le voyez en bleu, la superpuissance américaine, mais aussi avec des puissances régionales. L'Union européenne, tout d'abord, avec donc cette couleur orange qui la caractérise, et puis bien évidemment le Japon, qui est une grande puissance aussi industrialisée. Il faut également compter avec des puissances qui apparaissent en vert sur la carte et sur lesquelles nous reviendrons. Ce monde donc marqué par l'hyperpuissance américaine et par une volonté des États-Unis de se poser parfois comme gendarmes du monde, il se caractérise aussi par des conflits. Et au rang de ces conflits, on a par exemple le conflit qu'a connu l'Irak en 1991, où sous la houlette justement des États-Unis, juste après la guerre froide, une coalition de presque 30 pays donc a mené une guerre contre le dictateur irakien Saddam Hussein. C'est d'ailleurs ce que vous allez pouvoir noter, vous changez de vignette pour aller sur la première trace écrite. Avec l'effondrement de l'URSS à la fin de la guerre froide, les rapports de force mondiaux sont dominés par l'hyperpuissance américaine. Cette domination s'exprime dès 1991 avec la guerre du Golfe et l'intervention d'une coalition de 29 pays menée par les États-Unis. Cette hyperpuissance américaine, elle peut s'illustrer aussi par l'image qui suit. Vous allez aller voir donc cette œuvre d'un artiste qui s'appelle Andy Singer, un artiste américain, et qui donc a produit donc ce dessin qui s'intitule Invading New Markets en français. On envahit de nouveaux marchés. Alors cette puissance américaine, justement, elle s'illustre par ce dessin de plusieurs façons. Il y a tout d'abord, quand on parle d'une puissance aujourd'hui sur le plan mondial, ce qu'on appelle le hard power et aussi le soft power, si on peut traduire pouvoir dur ou pouvoir doux. Le pouvoir dur ou le hard power, il est illustré ici par l'arrivée, vous le voyez, de soldats qui arrivent en armes donc sur un territoire, les bateaux bien évidemment, bateaux de guerre et aussi les avions. Sauf que, vous le voyez, ces soldats, ils sont un peu particuliers, ce sont des soldats qui empruntent donc les traits des personnages de Walt Disney, Mickey au premier plan, Dingo qui débarque donc d'une barge de débarquement et Donald donc donnant des ordres. Vous avez aussi donc ces barges ou ces bateaux qui sont aux couleurs de grands groupes américains. Le T étoilé que vous avez sur la première barge, c'est Texaco, une entreprise pétrolière américaine. Vous avez une barge sur laquelle se trouve également donc Shell, qui est une autre entreprise pétrolière. Et puis vous avez le porte-avions, le cuirassé qui tire donc des canettes de coca, qui lui est siglé Nike, avec un drapeau McDonald's, et puis des donc soldats qui sont en train de planter un drapeau à l'effigie
donc de Windows. Vous avez donc là aussi l'illustration du soft power. Le hard power, c'est la puissance militaire, la puissance géopolitique et stratégique. Et puis vous avez aussi le soft power qu'on peut parfois traduire par puissance culturelle, en tout cas par la puissance aussi marquée par le commerce et par l'omniprésence des produits américains, donc un peu partout dans le monde. Un des symboles justement de la fin de la guerre froide, c'est aussi bien par exemple l'ouverture d'un restaurant McDonald's à Moscou. Donc vous avez là un dessin qui illustre justement cette hyperpuissance américaine. C'est pas simplement une hyperpuissance militaire, c'est aussi une puissance qui est donc culturelle, commerciale, etc. Et vous pouvez donc changer de vignette pour noter cette trace écrite. L'hyperpuissance américaine est totale. Elle est politique et militaire, on parle de hard power, mais elle est aussi culturelle, on parle de soft power. Toutefois, cette domination est remise en cause au début du XXIe siècle. Elle l'est par de nouveaux acteurs étatiques, mais aussi par le terrorisme. Vous allez pouvoir changer de vignette pour arriver vers le grand B, pour vous intéresser justement à la montée en puissance de ces nouveaux acteurs. Changer de vignette pour zoomer sur le titre que vous nommez, avant de changer pour arriver sur un premier document. Ce premier document que vous allez avoir, c'est la carte que nous avions évoquée. Et sur cette carte, vous pouvez voir donc ces nouvelles puissances régionales qui viennent rivaliser avec les États-Unis. Vous avez donc tout d'abord l'Union européenne que nous avions évoquée, mais aussi par exemple donc le Japon qui est une des grandes puissances industrielles des années 1980 et 1990. Ces puissances, vous vous en rappelez peut-être dans le cours sur l'Union européenne, c'était justement elle que l'Union européenne voulait concurrencer au moment du traité de Maastricht, d'accord. L'union plus profonde entre les États européens, l'union notamment monétaire, permettait de concurrencer sur le plan économique ces deux pays. Sauf que, du point de vue des États-Unis, l'Europe et le Japon peuvent constituer une menace économique peut-être, mais ils ne le sont absolument pas sur le plan militaire ou diplomatique. C'est d'ailleurs ce que vous allez pouvoir noter, c'est la trace écrite qui suit. Les années 1980 et 1990 ont vu l'émergence de nouvelles puissances mondiales et régionales, le Japon et l'Union européenne. Ce sont des puissances économiques, mais pas encore politiques et ou militaires. Changez de vignette pour arriver sur le document suivant. Le document suivant vous montre 5 personnages en train de se serrer la main devant des drapeaux représentant leur pays. Vous avez dans l'ordre le président chinois Xi Jinping, vous avez le président russe Vladimir Poutine, le président brésilien Jair Bolsonaro, le premier ministre indien Narendra Modi et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ces 5 personnages, ils illustrent l'alliance récente de pays émergents que l'on appelle les BRIC. Pourquoi BRIC? Tout simplement parce que c'est l'acronyme pour Brésil, Russie, Inde, Chine, et il y a un S qu'on n'entend pas, qui est le S en fait de la version anglaise d'Afrique du Sud, c'est-à-dire South Africa. Vous avez là 5 pays que l'on peut qualifier de puissances émergentes, qui sont les grands concurrents actuellement, donc des puissances classiques que sont les États-Unis, l'Union européenne ou le Japon. Ces 5 pays, au départ, ils n'ont pas forcément l'idée de se lier, ils se lient tout simplement parce que il y a une banque qui s'appelle la banque Goldman Sachs, qui va proposer à ses clients au début des années 2000, justement d'investir dans ces pays, et c'est elle qui leur trouve l'acronyme BRIC pour pouvoir les définir. Cet acronyme, il renvoie donc à ces pays émergents qui constituent justement de nouvelles puissances sur le plan économique, et on va revenir dessus. Vous allez pouvoir changer de vignette pour noter justement cette idée. La fin des années 1990 et le début des années 2000 voient également l'émergence de pays en développement. Ce sont les BRIC. Cet acronyme anglais désigne des puissances secondaires en croissance: Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Avant de passer à la vignette suivante, une petite réflexion. Toutes ces puissances ne sont pas au même niveau sur différents plans, vous y viendrez juste après, mais elles n'ont pas non plus la même histoire sur le plan diplomatique. La Russie, par exemple, apparaît bien en retrait sur le plan économique par rapport au Brésil, par rapport à l'Inde surtout, ou à la Chine, mais la Russie est une puissance militaire et diplomatique assez importante. L'Afrique du Sud est finalement le seul représentant africain, et c'est aussi pour cela qu'il a été intégré, plus tardivement d'ailleurs, à ces BRIC. Changez de vignette justement pour vous pencher sur la réalité du poids de ces pays.
Cette infographie de l'AFP sur laquelle vous pouvez zoomer, elle vous montre d'abord que ces briques, c'est un poids considérable sur le plan démographique. L'Inde et la Chine à elles seules représentent finalement quasiment 3 milliards d'habitants, ce qui est tout à fait considérable. L'Afrique du Sud apparaît très en retrait, mais la Russie compte tout de même 144 millions d'habitants et le Brésil compte plus de 200 millions d'habitants. Ces 5 pays sont en fait de gigantesques puissances démographiques. Ce sont aussi des puissances économiques, avec la Chine et l'Inde bien évidemment en tête, et des puissances qui commencent à peser de plus en plus lourd, bien évidemment, au niveau mondial, la Chine étant même devenue, en termes de valeur absolue de PIB, pas en PIB par habitant, la première puissance mondiale sur le plan économique. Vous allez pouvoir changer de vignette pour noter cette idée. Ces pays s'affirment comme des puissances mondiales sur plusieurs plans, démographiques et économiques, mais aussi, de plus en plus dans le cas de la Chine, diplomatiques et militaires. Vous allez pouvoir changer de vignette pour arriver sur la vue d'ensemble du Grand 2, changer pour arriver sur le titre que vous notez, Grand 2, un monde de tension. Passez à la vignette suivante pour noter le titre du Grand A, les conflits de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. La vignette suivante vous montre une carte qui a été publiée par Le Monde diplomatique au tout début des années 2000 et qui vous montre l'état des conflits des années 1990, c'est-à-dire de la fin du XXe siècle. En zoomant sur la carte, vous pouvez voir que les conflits, finalement, dans les années 90, avec la disparition de la guerre froide, sont toujours présents. Mais ces conflits, ils sont finalement un peu moins nombreux que ce qu'ils étaient auparavant, même s'ils sont plus visibles. Si vous zoomez sur la carte, vous allez d'abord vous rendre vers l'Europe. L'Europe est le siège, dans les années 1990, de plusieurs types de conflits. Il y a des conflits qui concernent d'abord des revendications régionales, c'est le cas du Royaume-Uni avec l'Ulster, c'est-à-dire l'Irlande du Nord, et puis vous avez aussi le Pays Basque, où les attentats de l'organisation indépendantiste ETA continuent donc à secouer l'Espagne et dans une bien moindre mesure la France dans ces années-là. Le conflit très important qui frappe l'Europe à cette époque-là, vous l'avez vu dans le chapitre 7 sur la construction européenne, c'est celui de l'ex-Yougoslavie qui apparaît sur la carte avec la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. De nombreux conflits sont aussi présents bien évidemment en Asie, au Moyen-Orient, et puis l'Afrique n'est évidemment pas épargnée. S'il y a de nombreux conflits qui apparaissent en Afrique, il y en a un que vous devez retenir, c'est celui qui apparaît donc dans l'Afrique centrale, entre le Rwanda et le Burundi, et qui va déboucher sur un génocide tout à fait gigantesque dans les années en 1994, avec en quelques mois la mort de centaines de milliers de personnes, notamment à la machette. On a parlé de ce génocide comme étant le génocide des voisins, puisque c'est parfois au sein donc des villages les habitants eux-mêmes qui se chargeaient donc de tuer les membres de l'ethnie rivale. On est donc dans un génocide particulièrement violent et surtout particulièrement rapide. Vous allez pouvoir donc noter ce qui suit. Les tensions ou les conflits n'ont pas disparu avec la fin de la guerre froide, il y en a moins et ils sont plus courts. Ils sont moins interétatiques, c'est-à-dire entre États, et sont souvent des guerres civiles. Celles-ci sont dramatiques et peuvent déboucher sur des crimes de guerre, c'est le cas en ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001, ou au Rwanda, en Afrique, où un génocide est commis en quelques mois, en 1994. Vous allez changer de vignette pour arriver sur une carte. Cette carte, elle vous montre ce qu'on appelle aujourd'hui l'arc des crises. L'arc des crises, il correspond à une région qui va de la frontière indo-pakistanaise à l'est jusque quasiment finalement au Sahara occidental et à l'Atlantique, donc à l'ouest de l'Afrique. Cet arc des crises, vous le voyez apparaître ici, c'est lui qui concentre l'essentiel des tensions au niveau mondial actuellement. Ces tensions, elles sont de plusieurs ordres. Alors il y a d'abord des tensions qui sont liées à des guerres civiles, c'est le cas par exemple à la Syrie. Vous avez des interventions internationales qui sont liées à ce qu'on a appelé au début des années 2000 la guerre contre le terrorisme, c'est l'Afghanistan donc avec l'intervention américaine et celle de l'OTAN depuis 2001. Vous avez aussi les conflits de puissance qui apparaissent, puisque vous avez une rivalité très forte entre l'Arabie Saoudite, puissance sunnite, et l'Iran, puissance chiite, même s'il ne faut pas réduire cette rivalité à une dimension strictement religieuse. Et puis ces rivalités ne sont pas uniquement militaires ou stratégiques, elles peuvent être aussi des rivalités pour le contrôle, par exemple, de l'eau. Il y a des tensions très fortes au nord de la région que vous voyez sur la carte, entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, pour le contrôle notamment des bassins versants
versants du Tigre et de l'Euphrate, qui sont essentiels dans ces régions pour l'alimentation en eau. De la même façon, le détroit d'Ormuz, que vous voyez au sud de l'Iran, qui est un passage stratégique pour l'exportation du pétrole du Bahreïn ou du Qatar, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est un enjeu de puissance pour le commerce, par exemple, du pétrole. Vous allez donc pouvoir changer de vignette pour noter la trace écrite suivante. Aujourd'hui, la principale zone de tension mondiale est qualifiée d'arc des crises. Allant de la frontière indo-pakistanaise à l'Afrique de l'Ouest, l'arc des crises concentre des conflits anciens, le conflit israélo-palestinien, des guerres civiles, la Syrie, des conflits de puissance, Iran, Arabie Saoudite, ou encore des conflits religieux et des tensions fortes pour le contrôle des ressources, l'eau et le pétrole. Ces conflits, on va finalement les retrouver dans le début du XXIe siècle et puis dans les années 2020. Vous allez vous intéresser dans la vignette suivante à la vue globale du Grand B. Vous zoomez pour noter le titre, Grand B, les guerres des années 2020. Et vous allez là réaliser un travail sur vidéo. Changez de vignette pour le voir. Donc travail sur vidéo. Le dessous des cartes, interview de Pascal Boniface, géopolitologue. Il faut répondre aux questions à partir de la vidéo que vous allez visionner. Les questions sont après la vidéo, je vous laisse regarder et nous ferons la correction ensuite. Une fois que vous avez visionné la vidéo, les questions sont dans la vignette suivante. Vous pouvez prendre ces questions. Je vous laisse y répondre et nous faisons la correction. Correction des questions de la vidéo. Première question, est-ce que les guerres entre États existent encore aujourd'hui et quelle forme principale prennent ces guerres? Eh bien, les guerres entre États existent aujourd'hui, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Les formes principales que prennent les guerres, c'est ce que vous dit Pascal Boniface, c'est évidemment les guerres civiles, ce sont elles qu'on voit le plus, la Syrie étant le meilleur exemple. Deuxième question, où se situent essentiellement les guerres? Les guerres se situent essentiellement, vous l'avez vu, au Moyen-Orient, c'est la principale zone de tension au niveau mondial. Et puis on pourrait même aller plus loin à l'échelle géographique, puisque en zoomant à l'intérieur des pays, on se rend compte que les guerres sont de plus en plus aussi des guerres urbaines, où les batailles, justement comme celle de Mossoul en 2014 en Irak, dans la guerre contre Daesh, a été particulièrement violente. Et puis la Syrie illustre justement l'importance des villes dans le conflit. La bataille d'Idlib actuellement en est un exemple, même si Pascal Boniface ne vous le dit pas forcément. Troisième question, pourquoi la Russie ne peut pas être une menace militaire? La Russie ne peut pas être une menace militaire pour Pascal Boniface, notamment pour des questions budgétaires. Par rapport donc aux dépenses militaires des grandes puissances que sont par exemple les États-Unis, la Chine ou même les grandes puissances européennes, la Russie apparaît, du fait de ses difficultés économiques, très largement derrière. Il vous le dit, la Russie en revanche, elle pose un problème qui est un problème d'ordre stratégique. Elle ne vous en parle pas directement, Pascal Boniface, mais on pourrait par exemple illustrer cette menace stratégique avec donc toute la menace que fait peser la Russie actuellement sur l'Ukraine, qu'elle a envahi militairement en 2014 jusqu'à se saisir d'une province ukrainienne qui est la Crimée. Là encore une fois, l'Ukraine n'a pas les moyens de répondre sur le plan militaire, mais ce qui était marquant, c'était de voir que la Russie, par la violence de son intervention et sa rapidité, eh bien finalement avait pris toute la communauté internationale de court, et les Américains, les Européens s'étaient montrés tout à fait incapables de répondre autrement que par des sanctions économiques. Quatrième question, où la Chine cherche-t-elle actuellement à s'imposer? La Chine, elle cherche à s'imposer, vous dit Pascal Boniface, dans un espace qui est essentiellement régional, puisqu'il s'agit de la mer de Chine. C'est véritablement là où les Chinois essayent actuellement donc de gérer et d'imposer leur puissance, notamment en la développant sur le plan militaire. Il y a un chiffre qui est très intéressant à ce titre. Vous devez imaginer que depuis l'année 2015, et jusqu'en 2018, la Chine a produit plus de bateaux de guerre que n'en compte par exemple la marine française, qui est quand même une marine relativement forte. Donc ça vous montre bien qu'aujourd'hui la Chine est capable d'investir énormément d'argent sur le plan militaire pour arriver justement à s'imposer sur le plan stratégique dans une région qui est aujourd'hui encore dominée par la présence américaine. Cinquième question, les États-Unis sont-ils favorables au contrôle des armes nucléaires? Alors, la question pourrait sembler un peu surprenante, d'autant plus que la réponse que vous donne Pascal Boniface, c'est que non, les États-Unis ne sont pas favorables au contrôle des armes nucléaires. Ils ont dénoncé, dans les années 2000, notamment par l'intermédiaire de George W. Bush, des traités qui avaient été signés pourtant par les États-Unis pendant la guerre froide, mais pour les Américains, effectivement, le contrôle des armes nucléaires n'est pas une priorité. Ou plus exactement, ça n'est pas une priorité pour les pays qui possèdent déjà
l'arme nucléaire. Or, on sait aujourd'hui que la question justement de la possession de l'arme nucléaire par certains États, comme la Corée du Nord ou surtout l'Iran, c'est quelque chose qui pour les Américains pose des conditions stratégiques très compliquées. Et en l'occurrence, on a vu Donald Trump, par exemple, s'opposer extrêmement fortement aux Iraniens sur la question nucléaire, et bien évidemment aussi avec donc le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Et justement, c'est la 6e question, à quoi sert l'arme nucléaire pour le régime nord-coréen? Du point de vue de Pascal Boniface, il ne fait pas de doute aujourd'hui que la Corée du Nord possède ou est en passe de posséder l'arme nucléaire. Et pour lui, en fait, l'arme nucléaire pour le régime nord-coréen, c'est une assurance vie. C'est une façon de dire, attention, nous existons en tant que régime totalitaire stalinien, et nous allons continuer à exister parce que vous ne viendrez pas nous embêter, parce que nous avons l'arme nucléaire. Et ce que décrit justement Pascal Boniface dans le cadre de la Corée du Nord, c'est en fait ce qu'on appelle le principe de dissuasion nucléaire. C'est aujourd'hui par exemple sous ce nom-là que la France nomme sa possession de l'arme nucléaire. Avoir l'arme nucléaire, c'est un message envoyé aux autres. On ne l'utilise pas, mais venez pas nous chercher parce que sinon on pourrait l'utiliser. Ça c'est quelque chose de très important. L'arme nucléaire apparaît à ce titre comme un enjeu de puissance tout à fait fondamental. 7e question, la fin de Daesh signifie-t-elle la fin du terrorisme? Alors on l'a vu effectivement, sur le plan militaire, Daesh a été vaincu, donc Daesh pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est bien évidemment l'organisation État islamique. Daesh a été vaincu sur le plan militaire entre la fin de 2018 et le début de l'année 2019. Néanmoins, ça signifie pas bien entendu la fin du terrorisme, ne serait-ce que parce que le terrorisme, donc là d'inspiration islamiste, c'est-à-dire proposant une vision donc rigoriste et extrémiste de l'islam, ce terroriste islamiste n'a pas attendu Daesh pour s'exprimer, il s'est exprimé auparavant par Al-Qaïda, et il va certainement renaître sous une autre forme à un moment donné. Donc Pascal Boniface est très clair là-dessus, il vous le dit bien, la fin de Daesh, c'est pas la fin du terrorisme. 8e question, la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite est-elle uniquement religieuse? Non, il ne faut pas, de son point de vue, limiter justement l'affrontement entre les deux puissances à un affrontement donc entre les musulmans sunnites de l'Arabie Saoudite et les musulmans chiites d'Iran. On est sur quelque chose qui est de l'ordre de la puissance et de la domination régionale, puisque ce sont vraiment les deux grandes puissances régionales, et chacun avance ses pions, et puis il y a presque finalement une espèce de guerre froide entre les deux pays, puisque par exemple les sunnites et les chiites s'opposent aussi par exemple dans le cadre du conflit syrien, vous avez aussi une opposition entre sunnites et chiites qui est extrêmement violente dans un pays qui se trouve au sud de l'Arabie Saoudite, qui est le Yémen, qui connaît une guerre civile très 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 importante depuis de nombreuses années, qui a été un peu éclipsée par la guerre civile syrienne, mais cette guerre civile au Yémen est qualifiée aujourd'hui par l'ONU de plus grave crise humanitaire au monde. Donc vous avez en fait et bien finalement des conflits qui débordent autour de cette rivalité, et cette rivalité bien souvent vue sous le prisme religieux, il faut aussi l'envisager donc sous l'angle et bien d'une rivalité entre deux puissances qui cherchent une domination régionale. 9e question, quel pays apparaît en pointe dans les affrontements dans le cyberespace? Eh bien aujourd'hui, ce pays, c'est la Russie. Effectivement, la Russie a développé des capacités extrêmement fortes et surtout de façon précoce dans la lutte dite cybernétique, ça veut dire donc sur Internet et avec l'informatique, à tel point qu'il a été prouvé très récemment, on sait que la Russie, on en avait des soupçons très forts, mais ça a été prouvé par une commission d'enquête américaine, la Russie a interféré par des piratages informatiques dans la campagne pour l'élection présidentielle en 2016, au cours de laquelle Donald Trump donc a battu Hillary Clinton, même si, encore une fois, on ne peut pas dire que ce soit la Russie, par ses piratages, qui ait fait élire donc Donald Trump face à Hillary Clinton. 10e question, c'est la suivante, et on en termine par là. Quelle est la plus grande menace conflictuelle aujourd'hui? Eh bien, Pascal Boniface, il va pas par quatre chemins, il vous le dit, la plus grande menace conflictuelle, c'est la rivalité entre Pékin et Washington. Depuis l'élection de Donald Trump, cette rivalité, elle se manifeste surtout par des sanctions sur le plan commercial, avec des droits de douane très importants qui sont imposés aux produits chinois, mais elle prend une nouvelle tournure très récemment, cette rivalité, avec notamment la question du coronavirus, où on l'a vu, Donald Trump a accusé la Chine d'avoir menti sur sa gestion de l'épidémie, et puis de la même façon, on a vu Donald Trump donc couper la participation américaine au financement de l'Organisation mondiale de la santé, qui est vue comme une organisation actuellement très pro-chinoise. Donc la rivalité entre les deux grands, elle prend donc des tournures assez inattendues avec cette crise très actuelle du coronavirus, mais en tout cas, c'est la plus grande menace conflictuelle au monde aujourd'hui. Voilà donc pour les questions sur cette vidéo. Vous allez pouvoir donc changer de vignette pour arriver sur le grand 3.
Vous en avez là la vue d'ensemble, changez de vignette pour noter le titre donc du Grand 3 en rouge. Grand 3, deux nouveaux enjeux stratégiques et sécuritaires. Changez de vignette pour aller sur le titre du Grand A qui s'intitule Les nouvelles menaces. Vous changez de vignette pour revenir sur la carte que vous avez vue au tout début de ce cours, carte qui vous montre donc le monde après donc la chute du mur de Berlin, après l'effondrement de l'URSS, et puis ce monde de nouvelles puissances. Vous l'avez peut-être vu, mais en plus donc des conflits, en plus des guerres civiles, il y a autre chose qui apparaît sur ce document, et c'est ce qui est marqué en rouge par ces petites bombes en fait stylisées, qui représentent bien évidemment le terrorisme. Alors le terrorisme, on le voit, il est présent un peu partout dans le monde, essentiellement en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, mais aussi aux États-Unis. Vous pouvez changer de vignette, justement, en parlant des États-Unis, pour aller voir une vidéo qui vient du site de l'Institut national de l'audiovisuel, qui s'appelle l'INA, et qui vous montre donc un reportage du journal télévisé de France 2, peu après le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, il s'agit donc des attentats dits du World Trade Center à New York, où deux avions détournés par des pirates de l'air, donc originaires de différents pays du Moyen-Orient, viennent s'écraser contre les deux tours jumelles donc du centre de New York, jusqu'à provoquer leur effondrement. Donc vous avez là un attentat bien évidemment hors norme, qui va faire près de 3000 victimes sur le sol américain, qui va être extrêmement traumatisant pour les États-Unis bien évidemment, mais pour toutes les nations occidentales, face à ce danger du terrorisme qui va devenir la principale menace des années 2000. Je vous laisse regarder donc la vidéo, et ensuite vous passez à la trace écrite. La trace écrite est donc la suivante. Au premier rang des nouvelles menaces apparues au niveau mondial, le terrorisme apparaît en tête. Il représente une nouvelle forme de conflit. Une organisation contre un État, un faible contre un fort, un conflit déterritorialisé, c'est-à-dire pas pour un territoire, une grande visibilité des actions avec Internet. Les attentats du 11 septembre 2001 à New York constituent le meilleur exemple, ou plus près de nous, les attentats de janvier et novembre 2015 à Paris. Alors une précision tout de suite. Le terrorisme, ça n'est pas une nouveauté. Il faut avoir en tête que le terrorisme, on le connaît finalement dans l'histoire humaine depuis finalement le Moyen-Âge, où on a beaucoup parlé d'ailleurs d'un lien entre des organisations médiévales et les organisations islamistes du XXIe siècle. Ce lien est idiot, mais néanmoins, on a déjà des actions terroristes finalement au Moyen-Âge. Le XXe siècle, le XIXe siècle et le XXe siècle, dans l'action politique, vont être émaillés d'actions que l'on qualifierait aujourd'hui de terroristes, c'est-à-dire des assassinats, c'est-à-dire des bombes qui explosent, et ces bombes qui explosent, en France, on les a dans les années 1900, avec par exemple les anarchistes qui cherchent donc à affirmer leur volonté de renverser l'État par donc la pose de bombes ou par des attentats ciblés. Dans les années 1970 et 80 en France, le terrorisme est aussi présent avec la question par exemple des revendications palestiniennes. Vous avez également une transposition du conflit donc qu'on a appelé la guerre civile algérienne des années 90 en France avec les attentats de 1995. Donc le terrorisme, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec le 11 septembre 2001, il a pris une dimension nouvelle, et puis le fait qu'il vienne frapper aussi directement depuis l'extérieur les États-Unis, ça a amené une réponse extrêmement brutale des Américains, qui a fait donc que le terrorisme a pu se renforcer dans les pays, notamment les pays du Moyen-Orient, qui se sont sentis très visés par la réponse brutale américaine, et donc ça a lancé un engrenage de violence qui, aujourd'hui encore, malheureusement, se poursuit. Il se poursuit cet engrenage de violence avec des organisations comme celle que vous allez voir sur l'image suivante. L'image suivante, elle vous montre donc les membres d'une organisation terroriste qui s'appelle AQMI, AQMI pour Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est donc une organisation terroriste qui, depuis les années 2012-2013, déstabilise une grande partie des États qui se trouvent au sud du Sahara. C'est le cas du Mali, par exemple, qui a nécessité l'intervention de la France, l'intervention militaire de la France en 2013. C'est l'opération Barkhane, qui continue d'ailleurs toujours aujourd'hui, avec la présence de plusieurs milliers de soldats français dans ce qu'on appelle la bande saharo-sahélienne, c'est-à-dire une grande zone donc désertique, ce que vous voyez sur la photo, qui va du Sahara occidental
occidentale quasiment jusqu'au Tchad, donc avec des affrontements qui sont extrêmement compliqués, déjà à cause bien évidemment du climat désertique et donc du relief de cette zone qui est parfois assez montagneuse, et puis en plus avec donc des petits groupes extrêmement mobiles qui se fondent dans la population. Vous avez aussi, toujours en Afrique, au niveau du Nigeria, le groupe Boko Haram qui s'est affilié donc à l'État islamique et qui lui aussi donc fait de nombreuses exactions, commet de nombreuses exactions avec des attaques ciblées au Nigeria et aussi de plus en plus en débordement maintenant vers le nord du Cameroun. Et puis l'exemple le plus connu, c'est bien évidemment celui de Daesh, hein, l'État islamique en Syrie, enfin en Irak, pardon d'abord, et en Syrie. Cet État islamique, ce soi-disant État islamique comme on l'a appelé, il est né des décombres en fait de l'organisation Al-Qaïda en Irak après l'intervention américaine de 2003 et il s'est répandu après en Syrie à la faveur de la guerre civile qui avait démarré en 2011. Donc aujourd'hui, ces organisations, elles posent de véritables problèmes sur le plan sécuritaire et donc avec leur vision extrémiste donc justement de l'islam et elles tentent de déstabiliser des États qui sont parfois un peu fragiles. Vous pouvez changer de vignette pour noter cette trace écrite. Certaines de ces organisations se réclament parfois de l'islam et en proposent une vision extrémiste et radicale. Ils déstabilisent des États et tentent d'imposer leur domination sur des aires géographiques très importantes. Ce fut le cas de Daesh en Irak et en Syrie, d'AQMI au Sahel ou de Boko Haram au Nigeria. Vous allez pouvoir changer de vignette pour arriver sur le grand B, qui va être la dernière sous-partie du cours avant une petite conclusion. Changer de vignette pour zoomer sur le titre. Grand B, le cyberespace, nouvel espace de lutte. Donc après nous être intéressés à la question de la menace terroriste, on va s'intéresser aussi à une nouvelle menace, à une nouvelle zone de lutte qui est une zone dématérialisée, c'est-à-dire la zone du cyberespace. Pour travailler dessus, vous allez pouvoir donc lire le document qui est le document numéro 10. Il s'agit d'un article signé par Michel Cabirol dans le journal La Tribune et qui parle de la cyberguerre au niveau français. Je vous laisse lire le document et je corrigerai ensuite avec vous les 4 questions auxquelles vous devez répondre. La première question qui vous était posée était la suivante. Pourquoi choisir de révéler une attaque subie dans le cyberespace? La réponse se trouve dans le premier paragraphe, et ce que vous explique donc le journaliste, c'est que Florence Parly, ministre française donc des Armées, avait choisi de révéler une attaque dans le but justement d'envoyer un message à celui qui est à l'origine de l'attaque. En gros, on dit on a subi une attaque, on a réussi à identifier qu'elle était à l'origine, on a surtout réussi donc à éviter qu'elle ne fasse des dégâts. C'est une façon de dire, attention les gars, on sait que vous arrivez, on sait où vous êtes, et surtout, on sait qui vous êtes. Ça n'est pas rien, puisque justement, et c'est la deuxième question, combien d'attaques ont été recensées en 2018? C'est le deuxième paragraphe qui vous donne la réponse à cette question. En 2018, ce sont pas moins de 831 événements significatifs qui ont été recensés. On vous précise également qu'il y a une hausse de 20% par rapport à 2017. On est donc à plus de 2 attaques par jour, ce qui est considérable. Et quand on parle d'attaque, encore une fois, on parle d'attaque informatique de type piratage. Et le piratage, bien évidemment, c'est pas le piratage d'un compte Instagram. C'est le piratage, par exemple, d'un système informatique extrêmement complexe, d'un système de sécurité, etc. Troisième question, qui se trouve derrière ces attaques? Alors, derrière ces attaques, il y a des groupes, mais ces groupes, en fait, ils cachent l'œuvre d'États. Il faut être très clair avec ça. Ce sont des États qui lancent aujourd'hui des attaques de cette ampleur-là. Il y a peu de groupes agissant seuls qui ont la capacité de le faire. Et justement, quatrième question, quels États sont cités dans le texte? Il y en a plusieurs qui sont cités. Vous avez la Chine, vous avez l'Iran et la Corée du Nord, mais le pays qui retient l'attention, et c'est ce dont on parlait dans la vidéo de Pascal Boniface, c'est bien évidemment la Russie, qui aujourd'hui apparaît comme le pays en pointe dans le domaine de la guerre dans le cyberespace. Vous allez pouvoir changer de vignette pour noter la trace écrite associée. Donc le cyberespace, c'est-à-dire Internet et les réseaux informatiques, sont devenus un nouvel enjeu stratégique pour les grandes puissances et donc un nouvel espace conflictuel. Des groupes liés à des États conduisent des missions d'espionnage ou de déstabilisation jusqu'à interférer dans des élections. Ainsi, des piratages informatiques ont joué un rôle dans l'élection présidentielle américaine en 2016. Vous allez changer de vignette pour noter justement une petite trace écrite qui fait office de conclusion sur ce chapitre, qui vous amène finalement à la fin de ce grand thème 2 de votre programme d'histoire. Vous pouvez donc noter ceci.
Le monde a donc profondément changé depuis la fin de la guerre froide. Si les conflits sont moins nombreux, ils sont plus visibles grâce à Internet et aux chaînes d'information en continu. Les tensions entre États n'ont pas disparu, et l'émergence de nouvelles puissances peut au contraire les nourrir. Les menaces ont évolué, et elles se déploient sur de nouveaux terrains. C'est la fin de ce chapitre 8 d'Histoire.